Bonsoir les amis, bienvenue dans le club. Les demi-finales retour de la Ligue des Champions avec un premier qualifié pour la grande finale de Cardiff samedi 3 juin prochain. Et c'est sans surprise la Juventus Turin, tombeur de Monaco. La Juve qui devrait donc croiser le Real Madrid qui se déplace ce mercredi chez le voisin l'Atlético après un large succès à l'aller 3-0 et le fameux triplé de Cristiano Ronaldo. Également au menu ce soir donc l'Italie avec ses insultes racistes en plein direct à la télévision dont a été victime l'international marocain Mehdi Ben Atia. L'annonce de la fin de carrière d'un véritable mythe en Italie, Francesco Totti à Rome, et puis petit crochet aussi par l'Angleterre où Chelsea fonce tout droit vers le titre. Et pour m'accompagner ce soir dans le club, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un, je dois l'avouer, j'ai eu beaucoup de mal à attraper, c'est Nasser Larguette, le directeur technique national. Bonsoir Nasser. Bonsoir Jalal. J'ai eu beaucoup de mal à l'attraper, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il a un programme, on dit programme de ministre, mais même limite beaucoup plus qu'un ministre, un programme très très chargé pour Nasser Larguette. Eux, à chaque fois que je les appelle, ils sont là. C'est à se demander, c'est à se demander ce qu'ils font de leur vie. Reda Allali, bonsoir. Salut, bonsoir les amis. Et Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'attends impatiemment toute la semaine pour venir te voir, en fait. Voilà, exactement. J'attends. C'est pas moi, c'est pour un million de téléspectateurs. Au minimum. Au lieu de considérer les sacrifices auxquels nous consentons pour venir honorer ton invitation par amitié, tu nous fais passer pour des chômeurs. Je te remercie pour ce tacle d'entrée. Et si j'avais les cartons, tu en aurais pris un. Exactement. Les cartons, et Nasser n'est pas concerné parce que c'est la première fois qu'il vient, mais pour nos amis les habitués Reda et Amin, bien sûr, ils peuvent les récupérer avant la fin de cette émission. Il y avait un match ce soir, une victoire, 2-1 et un événement. La Juventus a pris un but ce soir parce que la Juve n'a pris que 2 buts depuis le début de cette Ligue des Champions. Nasser, il n'y a pas eu de miracle quand même pour Monaco, qui était l'ovni de cette édition 2016-2017 de la Ligue des Champions. Oui, il n'y a pas eu de miracle, mais on espérait qu'il y ait quelque chose, puisque sur le match aller, on a vu quelques bonnes intentions des Monégasques. On a vu aussi pendant le match quelques velléités, mais c'est vrai, un peu stérile, parce qu'ils sont tombés sur une équipe de la Juventus qui est très réaliste. Et comme je le dis depuis le début, c'est une équipe qui aime défendre. Elle est vraiment amoureuse de l'aspect défensif, mais tous les joueurs s'y mettent. Et pour leur mettre un but, c'est pour ça que le but de Mbappé est quelque chose d'exceptionnel, puisque marquer un but à cette Juventus, c'est pas facile. Donc il a le mérite de mettre ce but-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de miracle et la meilleure est passée. Bon, la meilleure équipe est passée. C'est toujours compliqué de gérer un match comme ça quand tu as gagné à l'extérieur 2-0 et que tu es plutôt tranquille. Et les Italiens ont été impérieux encore aujourd'hui face à Monaco. Là, pas si tranquille que ça, je trouve. D'ailleurs, quand on a vu le match ensemble, les Italiens ont pas mal souffert en tout début avec un pressing haut des Monégasques. Pas mal d'actions. Il y a eu l'action d'Mbappé sur le poteau. Après, bon, ça défendait tellement haut aussi le niveau de Monaco, c'est que ça s'exposait aussi beaucoup à des contres et ils en ont loupé à un niveau botolesque, je trouve, quand même, les attaquants de la Juventus. Après, il fallait bien que ça rentre avec un fou furieux de Dani Alves, qui est encore une fois exceptionnel. Donc pour un latéral, on va dire, enfin même si ce n'est pas plus vraiment un latéral, la Juventus avait quand même 3 passes décisives en 2 matchs et un but, et quel but en plus! Mais voilà, Dani je pense qu'il n'y ait pas non plus. Oui, Dani Alves. Il n'y a pas non plus beaucoup de suspense, je pense, au final, après le match aller gagné à Monaco. Après, Juventus vient juste confirmer en fait qu'elle est un véritable prétendant maintenant. Et au résultat final, avec une équipe, je pense, beaucoup plus équilibrée, bien meilleure que l'an dernier, ou même bien meilleure que celle qui a joué la finale contre le Barcelone. En tout cas, on a l'impression que la Juventus a dégagé un tel sentiment de sérénité que Monaco, à la fin, a dû renoncer.
Ouais, de la sérénité, de l'intelligence. Parce que tout à l'heure, Amine disait qu'il y a eu un pressing haut qui a un peu fait douter les Turinois. Ça a duré une vingtaine de minutes. Mais l'intelligence collective et l'adaptation, ça a été réglé très vite. Très, très vite, ils se sont retrouvés à prendre des contres dans leur dos et à avoir Subasic qui se retrouve en face à face devant Higuaín ou Mandzukic. Il y a une faculté de s'adapter dans cette équipe. Il y a beaucoup d'intelligence. Et il y a une rigueur. Voilà. On a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Ils n'ont jamais vraiment été mis en danger. Je voudrais quand même rendre hommage à Monaco qui fait une belle saison, champion de France, demi-finale de la Ligue des Champions. C'est pas mal. C'est une équipe dont qui arrive à sa limite. Ils ne sont pas encore champions de France. Si, ils sont champions de France. Ils y sont presque. Voilà, mais globalement, c'est une très belle saison. Ils sont tombés sur un os. Voilà, c'est la fin d'un beau parcours. Et ce Juventus-là a tout ce qu'il faut pour faire également un beau champion. Et Après, dernière chose, tu parlais de l'équipe d'il y a 2 ans. Je voudrais signaler quand même qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans et aujourd'hui, ils vendent Tevez, Pogba, Pirlo et Vidal. Et Conte les quitte. On a quand même l'impression que ça ressemble à... Il va falloir souffrir pour trouver mieux. Et ben, ils l'ont fait parce que c'est plus fort, tu as raison. Après, ce qu'il y a, c'est quand tu as une équipe aussi qui a cette capacité à se régénérer, parce que toute la difficulté est là. On a beaucoup vu de grandes équipes qui ont de très jolis cycles. Ouais. Et comme tout cycle, bon, je pense que Nasser nous l'expliquera beaucoup mieux que moi-même, c'est des cycles qui durent 4-5 ans maximum. Ça a commencé par le Milan, voilà, c'est 4-5 ans. Mais tu as aussi de très grandes équipes qui, après ces cycles-là, anticipent justement la chute et se renouvellent très très bien. Et la force, je pense, de cette équipe de la Juventus, c'est qu'elle a su se renouveler à tous les postes. On parlait beaucoup d'Atlético de Madrid qui arrive à se renouveler au niveau de ses attaquants. Quand il perd Torres, le Tigre, n'importe quel attaquant, il y a toujours un nouveau qui arrive. Mais pour cette équipe de la Juventus, avec le départ que Reda a cité, malgré ça, ils ont une très belle équipe aujourd'hui qui marche sur l'Italie depuis 7 titres d'affilée, je crois. Ils visent le 6e titre d'affilée. 6 titres d'affilée. Et le 6e avec un point contre la Roma. Et une demi-finale de Ligue des Champions, on les sent beaucoup plus sereins que les années précédentes. C'est des équipes qui sont immortelles. Quand on parle de vieille dame, elle ne veut pas raccrocher les crampons, elle s'accroche, elle est là, et elle est formidable. Reda le dit bien, avec des départs aussi majeurs, c'est savoir aussi remplacer ses joueurs au bon endroit, avec les joueurs qui vont être complémentaires, qui vont rentrer dans cette équipe. Donc c'est vrai que la Juventus a cette capacité d'aller chercher les joueurs qu'il faut au bon poste, qui vont amener quelque chose. On l'a vu avec un gars comme Alves, par exemple, qui, je pense, sur ce match-là, et sur les 2 matchs, a été exceptionnel, puisqu'il leur débloque plein de situations. Et pour un défenseur qui se reconvertit en passeur décisif, voire même buteur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, arrête. Il va prendre un carton parce qu'il est en train de remuer le couteau dans la plaie, dans le cœur d'un supporter de Barcelonais. C'est à ça que je voulais arriver, c'est pas vrai. Parce qu'il faisait une lecture très juste pendant qu'on regardait le match. Bah ouais. Et il disait une chose en fait, qui m'avait frappé. Il me disait en fait que Daniel Alves pouvait en tout cas arriver à beaucoup mieux s'exprimer dans un schéma. Explique-le, ça sera bien plus efficace pour moi. C'est vrai que sur le schéma, quand on est défenseur à 4 derrière, on a moins de latitude par rapport à l'aspect offensif. Or, Dani Alves a une capacité offensive qui est exceptionnelle. Comme Alexandro de l'autre côté. Voilà, à gauche exactement. Donc jouer à 3 défenseurs derrière, plus les 2 qui sont des vrais latéraux, mais qui ont la liberté de s'exprimer. Quand l'équipe attaque côté droit, il y a forcément une couverture et une sérénité défensive qui est en place. Donc il est totalement libre. On l'a vu même à un moment donné, notamment sur un des buts, il va chipper la balle à la limite de la surface de réparation pour faire une passe décisive, ce qui est exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il y a une liberté, il peut se retrouver en numéro 10, il peut se retrouver en tant qu'ailier, et donc vraiment le système est un système pour Dani Alves. Une liberté qu'il n'avait pas à Barcelone. Exactement, c'est un système qui plaît beaucoup, c'est juste pour finir ce que disait Nassar, parce qu'il a aussi pas mal expliqué, qui plaît beaucoup à des joueurs justement brésiliens, parce que dès leur formation, ce sont des joueurs de couloir qui sont habitués justement à jouer dans un schéma similaire, qui leur donne beaucoup d'attitude pour attaquer, et c'est pour ça qu'on trouve des latéraux toujours très offensifs, des Marcelo côté Real Madrid, Roberto Carlos avant lui, Alexandro maintenant à la Juventus. Ils ont cette faculté à produire des latéraux offensifs efficaces qui doit certainement être unique au monde. Donc un joueur comme Alves qui atterrit à la Juventus, très certainement il atterrit dans le meilleur club qui correspond le mieux à ses qualités. Même si j'ai vu la Juve de temps en temps passer à 4 derrière et non pas à 5, c'est-à-dire à 2 dans l'axe, c'est pas à 3, c'est quand même une grosse innovation qu'on a vue sous Conte, qu'on a vue avec la Squadra également dans l'Euro et en Coupe du Monde. Moi qui aime bien le foot des pays, c'est-à-dire avoir une identité tactique
par pays, avoir des affrontements un peu d'école. Ouais. Voilà, on a eu l'ère de la possession un peu espagnole, on a eu l'ère du tiki-taka, on a eu voilà, la possession étant le Graal qui donnait forcément la victoire. Aujourd'hui, je suis content de voir les C'est Italiens. l'ère du contrôle. Je suis content de voir les Italiens apporter quelque chose d'autre et faire avancer le jeu en posant ce trident défensif qui est très beau à voir coulisser quand on aime voir ça et qui les repositionne aussi comme maître tacticien. Il ne faut pas oublier que l'Italie des années 90 a proposé beaucoup en termes de jeu. Elle avait perdu ce leadership. Voilà, la Juve est en train de redorer un peu le blason du calcio. Même si c'est pas très mauvais non plus devant, hein, avec les joueurs. Higuain est magnifique. Higuain, Dybala, oui, bien sûr. Quand il parle de l'ADN du football italien, il y a un mot qu'on connaît tous, c'est quand même catenaccio. Ouais. Donc ce qui est formidable avec ce football italien, c'est inventé par un Casablancais. Apparemment, oui. Monsieur Herrera. Exactement. Donc, vous avez ce catenaccio, effectivement, qui évolue avec le temps, mais que la Juventus a su bonifier. Pourquoi ? Parce qu'elle défend toujours aussi bien. C'est impossible de marquer un but à cette Juventus, à moins d'être le génie Kylian Mbappé. Donc, on peut postuler aujourd'hui que c'est phénoménal. Et à moins que la Juventus soit tranquille aussi. Hein, parce ça. que je pense que dans d'autres conditions. Mais par contre, là où ils ont sublimé justement ce catenaccio, c'est cette capacité à défendre et à défendre de manière très efficace, mais aussi à plonger très vite et mettre les buts quand il faut les mettre. Regardez les contrôles, vous qui êtes un technicien, vous regardez les contrôles de Higuain. Voilà, regardez les contrôles. Les premières intentions, elles sont exceptionnelles. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire, il y a le catenaccio d'avant, on était plus destructeur et puis on fermait tout. Mais aujourd'hui, vous avez les 3 défenseurs, ils ont une technicité hors pair. Quand ils sont capables de récupérer le ballon et de donner le ballon dans de bonnes conditions, plus des milieux qui sont très bons. Et aussi, je voudrais ajouter sur le plan offensif, justement, la liberté des 2 latéraux, c'est que vous n'avez pas de véritables ailiers avec la Juventus. Vous avez Mandzukic qui peut rentrer à l'intérieur. Vous avez Dybala qui se retrouvait des fois à droite, mais parfois c'était Higuain. Donc, c'est des joueurs qui bougent, c'est très mobile, qui libèrent ces espaces-là et qui permet justement à Dani Alves d'être sur le côté pour centrer, et puis de l'autre côté, Sandro pour... il faut saluer rapidement la transformation de Mandzukic, quand même, avant-centre au Bayern de Munich, à l'Atlético Madrid. Mais aujourd'hui, il joue à un poste qui n'est pas le sien. La Juventus, en tout cas, va disputer sa 9e finale. Mais la finale, c'est pas trop le truc de la Juve. Ils en ont gagné que 2, une en 85 et 96. Voilà, donc allez, 6 finales de perdues en tout cas. Oui, en fait, ça va être probablement, en tout cas sur les 3 derniers mois, pour moi, parce qu'on peut quand même projeter le Real sans anticiper sur le sujet suivant. Ouais. Ça va être... moi, je ne les vois pas. Toute cette histoire ils ont perdu beaucoup de finales et tout, ça compte pas. Ça compte pas, c'est rien du tout. Voilà, c'est 11 joueurs qui ont encore plus envie que les autres d'en gagner une parce que justement, ils ne l'ont pas gagné pendant longtemps. Et moi, je les vois au moins aussi bien que ceux qui seront en phase 2 lever la coupe. Hein. Il y a une rage de vaincre, il y a quelque chose. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur les gens qui s'intéressent à la culture et au football. Le catenaccio, la tactique défensive des Italiens, les tacticiens italiens le racontent très bien, vient d'un pays en Europe qui était pauvre par rapport au reste de l'Europe et c'était une tactique défensive venant d'un complexe d'infériorité, c'est-à-dire on ne veut pas prendre de valise. Voilà, c'était ça, c'est ce qu'explique très bien Saki dans ses interviews, on ne veut pas prendre de valise, on est là pour défendre parce qu'on a une dignité à préserver et qu'on ne veut pas foutre la honte à tous nos compatriotes qui sont en Europe et qui vont voir ce match. Voilà, donc 0-0 c'est un bon résultat pour eux. Sachant que Saki c'est vraiment sauf dans catenaccio. Dans l'ADN, bien sûr. Maintenant juste une dernière phrase pour dire que les séries sont faites pour être stoppées. Voilà, les séries sont faites pour être stoppées. La série Barcelone a gagné 2, on ne dit jamais 203, et comme c'est toujours des périodes de une dizaine d'années, donc c'est la leur cette fois-ci. En tout cas, il y a une 2e demi-finale retour demain, Atlético contre Real. Alors, rebelote ou remontada, bien sûr, Zinedine Zidane est tout proche d'une 2e finale consécutive en Ligue des Champions. Mais son Real Madrid, vainqueur 3-0 à l'aller, doit bien sûr museler l'Atlético du gourou Diego Simeone en demi-finale retour à partir de 19h45 ce mercredi. Ultime affiche européenne au stade Vicente Calderón. On retrouve une fois encore depuis Madrid notre très pertinent, pas très neutre consultant Frédéric Hermel. Alors Fred, rebelote ou remontada? Ils n'y rêvent pas. Ils font semblant, mais ils n'y croient pas. Moi, j'ai vécu des ambiances de remontada
Et je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout présente à l'Atlético. Et dans la manière dont le site officiel, enfin le Twitter officiel de l'Atlético attaque la dernière banderole du Real, voilà, ils se mettent dans un truc. C'est pas l'Atlético vainqueur de ces dernières années qu'on sent. C'est l'Atlético un petit peu fataliste et un petit peu rageux. Du club qui perd, voilà. Quand on fait des phrases nous savons gagner, nous savons perdre, bah déjà employer le mot perdre 3 jours avant une remontada, ça n'incite pas justement à la dite remontada. Franchement, l'Atlético, pour se qualifier après sa défaite 3-0, doit marquer 5 buts. Vous allez me dire non, il faut marquer 3 buts. C'est 2 secondes. Le Real a marqué au moins 1 but lors de ses 60 derniers matchs sans interruption. Plus d'1 an où le Real a au moins marqué 1 but. Ce qui veut dire que si le Real, et c'est le cas, marque 1 but et ça va le faire mercredi, l'Atlético devra marquer 5 pour se qualifier. Non mais c'est impossible. C'est impossible. Autant à Paris, vous allez me dire le Paris Saint-Germain, oui, sauf que le Real c'est pas le PSG. Et l'Atlético, c'est pas le Barça, et c'était pas le Camp Nou, et c'était pas voilà, le Real ils vont pas se mettre à 11 devant leur but. Le Real va aller chercher la victoire là-bas. Donc je ne vois pas comment le Real ne peut ne pas marquer. Donc le Real peut prendre 2 buts, 3 buts peut-être, mais comme le Real va marquer, c'est impossible pour l'Atlético de faire la remontada, d'autant plus que physiquement, mais c'est énorme la différence entre les deux équipes. Le Real a pu se permettre de faire beaucoup tourner. L'Atlético, ils ont 12 joueurs ou 13 joueurs et ils arrivent sur les rotules. Voilà, donc pour Fred, il a déjà vu le match. Non, mais on salue son objectivité à toute épreuve. Non, mais il l'avoue. Il dit je ne suis pas objectif, je ne suis pas neutre. Il le dit. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il te parle d'un match qui ne s'est pas encore produit, où il voit déjà le Real avoir déjà marqué un but, l'Atlético qui a mis un deuxième, un troisième et qui peine à mettre le 4e. Mais il est extraordinaire, ce monsieur. Il est extraordinaire. C'est pour ça qu'on l'aime. Hein. En vérité. Mais d'abord, et contrairement à ce que disait Fred, je pense qu'il y a tellement de revanche, tellement de problèmes, de rivalité, d'orgueil, de fierté entre ces deux clubs pour admettre que cette équipe de l'Atlético va accepter son sort et va se rendre. Il y a quand même une finale qui se profile. Donc, indépendamment de la rivalité madrilène, c'est la finale. Et quand on connaît le coach avec une telle rage et envie de passer ce tour-là, il va mettre tous les ingrédients pour son équipe pour aller chercher le Real. Mais c'est vrai que le Real aujourd'hui est en train de surfer, je dirais, sur une vague qui est très positive. Et c'est vrai que, je dirais, Zidane, qu'on connaît un petit peu, il transmet cette envie de vaincre et puis de vaincre avec de la qualité. Voilà. Juste une précision une phrase par rapport à ce que disait Nasser. La première phrase de Simeone quand il perd ce match aller, dans les vestiaires, la première, il se tourne vers les joueurs, d'après les joueurs qui l'ont raconté, il leur dit que celui qui ne veut pas jouer le match retour le dise dès maintenant. Tellement il est persuadé en fait qu'il a encore les armes et les atouts pour renverser la situation. Et Gabi, le capitaine de cette équipe de l'Atlético Madrid, il dit ce qui nous manque à cette équipe de l'Atlético, qui reste sur quand même 5 saisons exceptionnelles, c'est une remontada. Et peut-être c'est le meilleur moment de le faire face au Real Madrid, même si ça s'annonce ultra compliqué. Reda, ça va être le dernier grand match au Vicente Calderón, un stade mythique pour l'Atlético. Le Real a déjà perdu 4-0. 4-0 au Vicente Calderón l'année dernière. Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, écoute, j'admire votre peut-être. Moi, tu sais, je suis ni pour le Real ni pour l'Atlético. Je voudrais qu'il y ait du suspense. J'ai du mal à l'imaginer. J'ai besoin de beaucoup d'imagination pour le faire. Mais pourquoi pas? Je voudrais juste en profiter puisque tout a été dit. Et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. Je voudrais juste, on va pas avoir un débat ici, mais juste vous dire qu'il y a un débat aujourd'hui en Europe sur cette fameuse loi du but à l'extérieur qui compte double, qui aujourd'hui a l'air un petit peu obsolète, vu la normalisation des conditions d'accueil et d'extérieur. Et juste pour information, il y a des gens très légitimes qui défendent l'abolition de ce mode de calcul. Et pour information, dans la Copa Libertadores, qui est la Ligue des champions sud-américaine, cette chose n'existe pas. Voilà. Je pense que si on n'avait pas eu ce but à l'extérieur, on aurait des matchs retour plus intéressants. Voilà, on aurait des matchs retour plus intéressants parce qu'on a quand même l'impression que ça complique beaucoup les choses pour conserver de l'équilibre sur les deux matchs. Mais vraiment, c'est un débat que je pose là, qui est en parallèle de ce qui va se passer demain, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Avant de poursuivre, je dois me donner un carton jaune. C'est comme un selfie. Tu sais pourquoi? Parce que la victoire 4-0, le selfie, voilà. Tac.
La victoire dernier, 4-0, c'était en 2015. Exactement. En 2015. Mais c'était pas parce que bon, Reda il disait que c'était encore il y a longtemps en noir et blanc. Tu me prêtes ton carton rouge. Quand Voilà. je te vois venir le prochain pour toi, Le carton rouge. je vais être celui qui va te donner. Donc, Non, une phrase par rapport à. Je suis pas très d'accord avec. Je suis plutôt d'accord avec Reda, sauf sur sa chute. Quand tu dis que les matchs seront beaucoup plus intéressants, les matchs retour, très rapidement. Non, mais rapidement. match plutôt. Je pense que le but marqué à l'extérieur force l'équipe qui se déplace à essayer de marquer un but plutôt qu'essayer de protéger ses acquis. Donc ça donne des matchs un peu plus ouverts, il me semble. Voilà, mais je pense que c'est un débat qui peut être. Enfin, en tout cas, super demain, intéressant. j'imagine pas le Real, même si. mercredi. Pardon. oui. Demain, oui, j'imagine pas le Real, même si c'est vrai que la certitude de Fred Hermel est touchante, c'est la certitude d'un supporter. mais c'est vrai que ce Real est impressionnant. Voilà, cette puissance offensive, cette capacité à se projeter vers l'avant, cette efficacité, je ne sais pas, il y a quelque chose de très très puissant dans ce qu'on voit se développer sous nos yeux depuis 2-3 mois. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais on a quand même l'impression que c'est la finale de rêve Real-Juve. Voilà, c'est la grosse attaque contre la... Voilà, on est dans l'affrontement classique de deux grandes nations de foot, dans l'expression collective de leur culture footballistique, quoi. D'autant que le Real récupère ses blessés, notamment derrière, et je pense que c'est très très important pour l'équilibre de cette équipe-là, parce qu'elle va quand même rencontrer une équipe qui va être très très agressive devant, cette équipe d'Atleti. Et Reda a raison sur un point, effectivement, ça nous change un petit peu. Pardon ? 2 points. Pourquoi 2 points ? Bah, tu as dit déjà un point mais tout bon, à l'heure. je suis relativement généreux aujourd'hui. Mais En tout effectivement, cas- ça fait... D'accord, t'as raison. Non, finis ta phrase, Amine. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Sûr. Je sais pas. En général. C'est bien, général. c'est bien, c'est bien. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club et avant de poursuivre nos débats sur cette demi-finale de ce mercredi, demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Real. On écoute Zinedine Zidane en conférence de presse avant cette rencontre. On sait très bien qu'il va falloir qu'on fasse un grand match, un match parfait pour pouvoir passer cette éliminatoire. C'est juste ça. Et après, on a besoin, nous, de sérénité, de tranquillité, de penser que justement, en fait, le match aussi, c'est aussi ça. C'est-à-dire que demain, on va faire un match de foot. On va pas faire autre chose. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a envie de mettre beaucoup d'adjectifs sur ce match, beaucoup de choses, Nous, on va faire un match de foot. On va essayer de faire un grand match de foot. Point. Voilà, un match de foot, un grand match de foot, affirme donc Zinedine Zidane. L'Atlético Madrid, battu 3-0 donc par le Real. Eh bien, l'Atlético aborde, comme l'affirme son entraîneur Diego Simeone, un beau défi. C'est ce qu'il a affirmé en conférence de presse et il a assuré que ses colchoneros croyaient à l'exploit. On l'écoute. La motivation aparece solamente con... Si j'étais contraint de motiver les joueurs pour un match comme celui-ci, il faudrait que je quitte le club. Je ne crois pas que ce sera un match comparable au match aller. Nous allons affronter un immense adversaire qui nous a battu 3-0 chez lui, qui nous avait battu 3-0 chez nous en Liga, qui nous a battus lors de 2 finales. Il est clair que c'est un beau défi. Está claro que es un lindo desafío. Alors, quand on perd 3-0, quand on a en face une équipe comme l'Atlético Madrid, est-ce qu'on y croit encore ? L'Atlético doit y croire parce que les exploits existent. Et donc, je pense avec une détermination telle qu'on connaît avec Diego Simeone, je pense que le démarrage du match va être, explosif, tel qu'on le connaît. À mon avis, les 20 premières minutes vont être déterminantes. Si l'Atlético veut vraiment croire en quelque chose, est-ce que c'est une qualification, au moins remonter le score du match aller, il va falloir que dans les 20 premières minutes, il y ait minimum un but. Et c'est ça le charme de ce match-là. Alors Simeone, il dit aussi, c'est impossible pour beaucoup de monde, mais pas pour nous. Bah oui, sinon c'est pas la peine qu'il joue ce match retour. Après. Non, mais quand on connaît l'ADN du club aussi, l'ADN de l'Atlético Madrid. Quand on connaît l'ADN de Simone déjà, qui a toujours été, excusez-moi le terme, mais un chien enragé sur un terrain qui lâchait jamais rien. Donc c'est pas lui qui lâchera une hypothétique finale de Ligue des Champions. Et c'est clair. En plus, il en a les moyens. Aujourd'hui, il y a une très très belle équipe qui joue ensemble, relativement soudée, qui joue ensemble depuis longtemps. Donc effectivement, s'il y a aujourd'hui une équipe
qui peut tout faire pour renverser la vapeur contre un bon Real Madrid. C'est l'Atlético, mais personnellement, je préfère voir le Real en finale parce que, bon, une finale Atleti-Juventus avec les équipes qu'il y a, les deux gardiens qu'il y a, Oblak et Buffon, tu risques d'en avoir pour 6 heures d'affilée. Ouais. Donc, 6 heures de pénalty. 6 heures de pénalty d'affilée. Ouais, donc, moi, j'ai quand même l'impression voilà. que cet Atlético est un peu émoussé, un peu moins tranchant que celui qu'on a vu lors des 2 dernières finales qu'il a perdu de justesse, hein, pour information. Même si la première avait un gros score à l'arrivée, ça s'est joué à très peu. La deuxième s'est jouée au pénalty. Ces 2 équipes m'avaient l'air quand même plus tranchantes, plus dures à battre, plus âpres en défense. Pourtant, c'est les mêmes. Hein. Oui, mais bon, peut-être le discours s'use, les joueurs s'usent, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, mais globalement, il y a une durée de vie à une équipe et peut-être qu'ils n'ont pas réussi à se... Je sais pas, en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est moins Atlético. brave. Voilà, c'est moins brave. C'est un peu moins Atlético. Il y a aussi c'est moins un os que ce qu'on a vu comme os. Et en tout cas, il y a cette polémique aussi, et Fred Hermel l'évoquait tout à l'heure, sur cette banderole qu'il y avait le week-end dernier à Madrid lors du match aller la semaine dernière. Dites-moi ce que vous ressentez. C'était énorme banderole du Santiago Bernabéu aux supporters de l'Atlético Madrid en faisant bien sûr référence aux défaites de l'Atlético lors des 2 finales de la Ligue des Champions face à cette même équipe du Real Madrid. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une qualification, je me répète, c'est une qualification au bout. On connaît, comme disait Amine, dans l'ADN de ce coach-là, qui l'a transmis à ses joueurs, c'est celle de ne rien lâcher jusqu'à la dernière minute. Je pense qu'il va falloir compter quand même sur eux pour voir quand même un Real qui va souffrir dans les premières minutes. Et comme on les connaît, il y a aussi dans les derniers instants du match, ça va être très disputé. Donc, moi, je vois cette banderole comme un témoignage de respect du public madrilène vis-à-vis de l'Atlético. Parce que quand tu as 2 clubs dans la même ville et que les palmarès sont déséquilibrés ou bien les prestiges sont déséquilibrés, il n'y a pas de méchanceté vis-à-vis du petit. On est dans le petit frère qui arrive, c'est bien. Pas du tout. Alors là, non, ils ont grandi. Ils ont grandi l'Atlético. En tout cas, c'est a les mêmes démonstrations de sollicitude envers ses amis. Il faut m'en protéger, il faut me le dire dès maintenant. Hein. Il rentre avec moi à Casa. En tout cas, donc pour vous, je vois que pas de remontada possible. Non, le Real bien parti pour se qualifier, bien sûr, pour une nouvelle finale. Et Zinedine Zidane gagner sa 2e finale de Ligue des Champions avant. D'affilée, parce que si ce n'est pas produit, on l'a souvent dit depuis le début de cette première saison du club, depuis Arrigo Sacchi, au tout début des années 90. Alors la presse espagnole, l'année dernière, elle parlait d'un entraîneur très chanceux qui gagne la Ligue des Champions 5 mois après son arrivée. Là, s'il arrive en finale, et il va certainement arriver en finale s'il la gagne, c'est plus de la chance. On dit des fois c'est la chance du débutant, mais je ne pense pas, parce que quand on voit cette équipe, comment elle évolue un petit peu à son image, une équipe sereine, une équipe qui maîtrise son sujet dans tous les compartiments de jeu. Donc c'est vrai que ce n'est pas qu'un coup de chance quand on a sur une saison entière avec les différentes étapes de cette Champions League et le championnat et ce qu'on voit aussi en championnat. C'est vraiment une qualité de travail. D'abord, bien sûr, la qualité des joueurs, mais la qualité d'un coach aussi qui est en train de se révéler. Voilà, un coach qui on passe de réussir un exploit, historique quand même, parce que Sacchi, c'est sûr qu'il a gagné 2 Ligues des Champions, mais il avait une énorme carrière derrière lui. Zinedine Zidane, pour sa première expérience en tant qu'entraîneur, il est en train de bluffer tout le monde. Pas tant que ça. Je parle de Sacchi, pas tant que ça. Il est arrivé des divisions inférieures, il a coaché très jeune, mais c'est au Milan AC qui s'est vraiment imposé. Voilà, c'était le début de sa marque, je pense, de tête. En tout cas, il avait déjà entraîné des clubs. Oui, en 2e division. Ce n'est pas le cas de... Je pense Brescia. Je peux en dire des bêtises, mais je pense que c'était Brescia. Je veux dire que Zidane, c'est pas juste de Ligue des Champions d'affilée, c'est d'être aussi une Liga avec. Voilà. Donc pour un entraîneur qu'on continue encore... C'est pas fait encore, ça. 18 la Ligue des Champions non plus. Parce que tu remues, tu remues toi aussi le... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, non, c'est pas possible cette histoire. Je ne peux pas avoir d'un côté Fred Hermel, de l'autre côté Gérard Bouzrara. C'est pas gérable. C'est très dur. C'est pour essayer d'équilibrer. Il n'y a rien d'équilibré, tu déglingues la tête. En tout cas, oui. Voilà. Vas-y. Non, juste pour dire qu'en fait, effectivement, pour un entraîneur, parce que c'est trop marrant, 18 mois après, on continue à le brocarder. Il y a de la chance, il n'est pas génial,
Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, 18 mois après, on risque d'avoir un palmarès exceptionnel. Beaucoup d'entraîneurs à ce niveau-là aimeraient bien avoir sa chance. Ouais, je pense que c'est sûr. Donc, Ce qui est très intéressant quand on regarde l'évolution des deux clubs un peu jumeaux, ennemis, rivaux, Real-Barça, j'ai l'impression qu'il y a une barcification du Real et une réalification du Barça, dans le sens où, je vais aller vite, hein, le Real aujourd'hui a une vraie pépinière de jeunes, travaille sur la formation, a un banc de touche de folie et a l'impression qu'il produit des talents, Asensio et compagnie, Vasquez et compagnie, comme le Barça le faisait il y a 10 ans. Et d'un autre côté, le Barça, qui avait un jeu plus collectif, est complètement penché vers l'avant sur les exploits individuels de son trio d'attaque. Wa shukran. Falsification du Real et réalification du Barça. La notion des jeunes, c'est pas faux, mais je pense que la chance du Real, c'est d'avoir un gars comme Zizou, qui est passé par les étapes de jeunes. Il a travaillé énormément avec cette équipe, l'équipe 2, dans laquelle il a fait rentrer beaucoup de jeunes joueurs, notamment le petit Hakimi qui joue avec l'équipe nationale. Et donc, c'est quelqu'un qui, naturellement, en passant avec l'équipe A, draine avec lui ses jeunes. Et je pense que ça peut donner beaucoup de chance aux jeunes du Real. Exactement. Et pour revenir à la comparaison, la réalification, la barcification, c'est que c'est le même modèle. Parce que Guardiola, quand il est arrivé, il était à l'équipe B et il est venu avec ses joueurs la même expérience dans son sac. Face Off, le film de John Woo, où les deux, le héros change de Parlons d'autre chose, les amis. Donc, coup d'envoi de cette demi-finale retour, 19h45 heure marocaine, 18h45 en temps universel, ce mercredi au Vicente Calderón. J'aimerais bien aussi vous faire réagir sur cette nouvelle affaire de racisme qui touche la Serie A italienne et qui touche cette fois l'international marocain El Mehdi Ben Attia. Juste pour rappeler un petit peu les faits, il était interviewé par la Rai 2 et en direct à la télévision et quelqu'un l'a insulté sur l'oreillette. L'oreillette, c'est un petit peu ceci. Personne n'insulte, toi. Non, là, pour le moment, je n'ai pas reçu d'insulte, mais c'est l'oreillette, c'est pas. Elle est branchée. Mais mon réalisateur, le réalisateur de l'Itzba est très bien élevé, il ne m'insulte jamais. Donc, je disais qu'il a été insulté par un technicien, peut-être de la RAI, on ne sait pas, mais l'enquête est en cours. Alors que ce n'est pas le premier incident. La semaine dernière, il y avait l'histoire de Montaré. Alors qu'on trouve que ce calcio, cette Serie A, est en train de retrouver des couleurs, en train de retrouver sa superbe, avec une belle équipe de nationale, la nationale, et avec la Juventus qui est en finale de la Ligue des Champions. Mais elle souffre, cette Serie A, elle souffre d'un véritable problème qu'on voit de moins en moins dans d'autres championnats. Et on en a rigolé la semaine dernière, mais en off ou en week-end avec Reda, parce que pour Montari, il n'y a pas eu de sanction contre son club, parce qu'il y avait moins d'1% des supporters qui l'avaient insulté. Il avait insulté. Non, ce que tu dis est à moitié juste, en fait. C'est pas vrai. Cette Serie A ne retrouve pas des couleurs, elle retrouve des couleurs au niveau financier, parce qu'il y a pas mal d'investisseurs. Le Milan, ça a été repris, l'Inter. Au niveau sportif, c'est pas encore ça. Par contre, aujourd'hui, un rapport pointe de manière dramatique les violences faites aux footballeurs sur les 2 dernières années, notamment la saison 2015-2016, qui ont augmenté de 125%. Et quand on parle de violence, toute violence confondue, qu'elle soit physique, verbale, raciste, on parle de toute violence envers les footballeurs. Donc en fait, cette histoire de racisme et de violence envers le joueur est un véritable fléau et quelque chose sur lequel les Italiens doivent véritablement travailler. C'est bien beau de mettre de l'argent, c'est bien beau d'arriver en finale de Ligue des Champions, mais tant qu'on n'assainit pas, je pense, et aujourd'hui c'est le véritable chantier de cette fédération italienne, tant qu'on n'assainit pas l'environnement du football italien, le football italien continuera à vivre les choses qu'il vivent. Parce que dans l'affaire Ben Attia, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé véritablement. Moi, je ne mettrais pas sur le même plan les crétineries d'une poignée de supporters qui ne représentent à la limite que leurs bêtises et des gens qui ont quand même la responsabilité d'un micro, etc. On n'est pas dans le même volume de faute. Hein. Voilà. Mais bon, la finalité reste la même. Pardon ? La finalité reste la même. Oui, mais c'est pas la même. Tu as un micro, donc tu représentes quand même une télé nationale, c'est pas pareil. Bon, c'est très mal à l'aise pour débattre de ça, parce que pour moi, le foot représente une société. Si peut-être une partie de la société italienne souffre de ce fléau, je ne connais pas l'Italie, peut-être que ça se reflète dans le foot, et le foot n'est pas plus malade que le reste de la société. Maintenant, cela dit, une fois qu'on a dit toutes ces évidences, qui est que je ne suis pas convaincu non plus, sans mettre encore une fois sur le même plan la victime et le coupable, qu'en faire une cause nationale comme est en train de le faire Mehdi est une très bonne idée. Voilà. Ça, si vous me permettez, j'ai une petite réserve quand même sur ce côté
voilà, cause nationale. Je suis mal à l'aise Non, également pas cause avec ça. nationale. Non, pas cause nationale. Non, je parle pas de nous, je parle de sa réaction à lui. Mais se taire, quand même, quand on est victime d'une insulte raciste, c'est pas servir, pas par rapport à la cause nationale, par rapport au fait qu'il soit marocain ou que ça soit. Non, je parle pas de nous. Oui. Je parle de sa réaction. L'utilisation des drapeaux, etc. Je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure attitude. Voilà, ça c'est par rapport à sa réaction, pas par rapport à notre réaction. En tout cas, le phénomène, il n'est pas nouveau en Italie. Depuis Samuel Eto'o, il y avait aussi Boateng, Balotelli, l'Ivoirien Zorro. C'est un véritable problème en Italie. Oui, donc c'est regrettable et condamnable, puisqu'on voit aujourd'hui dans tous les championnats européens le nombre de joueurs d'origine africaine et aussi d'origine sud-américaine. Les dénigrer à ce niveau-là et puis avoir des propos racistes envers eux, c'est très malheureux. Et effectivement, il y a un gros travail de la fédération italienne à faire, parce que c'est vrai que c'est le pays où on voit beaucoup de gestes racistes, que ce soit de la part du public. Et puis là, bon, je rejoins Reda sur les propos de quelqu'un dont c'est le métier, et puis par rapport à une émission et surtout après un match, c'est désolant de voir ça. Et c'est vrai qu'il faut le combattre, il faut bannir ce genre d'attitude envers des joueurs. Là, il faut donner l'exemple. Aujourd'hui, quand vous avez un club qui représente dans son ADN ou dans son histoire aussi une frange d'une grande population raciste qui est quand même la Lazio. Donc c'est difficile de venir derrière et de vouloir faire la morale ou la leçon. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de problème avec la Lazio sur ces deux dernières affaires. Non, on a pas des dernières affaires. Je parle dans l'histoire de cette Serie A. On va quand même rappeler un joueur suffisant de la Lazio qui a été Di Canio, qui a transposé aussi sa folie jusqu'en Angleterre. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que cette Serie A aujourd'hui qui doit donner... D'accord. Moi, j'ai juste une phrase. Je vais au stade marocain depuis 30 ans. J'ai souvent entendu des choses racistes chez nous aussi. Donc, je voudrais qu'on combatte ça aussi chez nous. Voilà. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour qu'on combatte surtout ça aussi chez nous. On va rester en Italie avec l'AS Rome, qui est un nouveau patron technique. C'est Monchi, le nouveau directeur sportif de la Roma, et qui ne pouvait pas trouver de formule les plus frappantes le jour de sa présentation et de sa prise de fonction. L'Eterno capitaine, bien sûr, c'est notre ami Totti, va prendre sa retraite à la fin de la saison, après avoir poussé, bien sûr, les portes de la maison romaine il y a 28 ans. Et il a porté le brassard depuis 19 saisons. Impossible de voir Totti débarrasser, bien entendu, le plancher du jour au lendemain. On écoute Monchi et on en discute juste après. Tout ce que je sais depuis que je suis arrivé au club il y a quelques jours, c'est qu'il y a un accord avec le club. C'est la dernière saison de Francesco en tant que joueur de l'AS Rome et ensuite, il continuera en tant que dirigeant. Je le veux à mes côtés parce qu'il est la Roma et qu'il peut m'apprendre ce qu'est la Roma. Je veux que Totti m'explique et me fasse comprendre ce qu'est la Roma. Si je réussis à savoir 1% de ce qu'il sait lui, je serai satisfait. Voilà, donc Monchi qui débute bien et qui comprend ce que ça veut dire Francesco. Totti à l'AS Rome. Totti qui est un monument respecté dans toute l'Italie. Quelques jours donc après que Monchi, le nouveau directeur sportif de l'AS Rome, a annoncé la fin de sa carrière. Il a eu bien sûr une ovation chez l'ennemi, le Milan AC. On va aller du côté de l'Italie, retrouver notre consultant Simone Rovera, qui évoque la légende, bien sûr, de Francesco Totti. C'était une des plus belles histoires du football italien des dernières 50 ans. Francesco Totti et la Roma, une histoire d'amour incroyable. Mais comme chaque histoire d'amour, il y a un fin. Et ça va arriver à la fin de la saison, quand Francesco Totti va quitter la Roma et va terminer, on peut dire, son histoire de footballeur. Il va devenir dirigeant dans le club, mais il aurait peut-être rêvé de faire encore une saison. La décision définitive a été du nouveau directeur sportif Monchi, qui vient d'arriver de l'Espagne, de Séville, où il a bâti un club qui a gagné des Europa League, qui a fait très bien en Europe, et arrive à Roma pour reconstruire ce club. Mais malheureusement, ce week-end, on a vécu encore une page triste de cette fin de carrière de Francesco Totti, qui cette année joue peu, il n'est pas décisif, il arrive en fin de carrière à 40 ans et il n'arrive pas à trouver d'espace dans le club où il a bâti son image et sa vie.
Francesco Totti a passé 90 minutes sur le banc à San Siro face au Milan, quand le stade de San Siro, quand tous les supporters milanais demandaient l'entrée en jeu de l'ancien capitaine de la Roma, de l'actuel capitaine de la Roma, mais ancien parce qu'il ne joue pas, donc c'est De Rossi qui a pris les brassards. Et Luciano Spalletti a préféré les faire rester encore une fois 90 minutes sur le banc. C'est pas comme ça que doit terminer une histoire magnifique, c'est pas comme ça que doit terminer sa carrière Totti. C'est un patrimoine du football mondial et les voir jour après jour, semaine après semaine, qui restent sur les bancs 90 minutes après 90 minutes, c'est triste. Et donc probablement, quand il va arrêter sa carrière avec le foot en fin de saison, ça va être un bien pour un mal. On a perdu Totti, mais c'est mieux de le voir avec les costards en tant que dirigeant, plutôt que de le voir 90 minutes sur les bancs avec les supporters de son équipe et les rivaux qui attendent de le voir sur la pelouse quand il ne va jamais rentrer. Voilà, Simone Rovera, notre consultant de football italien, c'est un véritable phénomène, hein, Francesco Totti, au même club depuis 28 ans. Pas seulement au niveau du foot, je veux juste apporter une petite précision par rapport à ce qu'il représente dans la ville. Je vais aller vite. Il y avait, au début des années 2000, il racontait beaucoup de blagues sur Totti. Parce que les Romains ont la réputation, dans l'humour italien, d'être un peu bébête, voilà. Ouais. Et donc on racontait des blagues sur Totti. Mais Totti a transformé ça en chose magnifique. Il a compilé ses blagues et il en a fait un livre qu'il a vendu au profit des enfants, défavorisés. Et il a même fait mieux, puisqu'il a demandé à ses coéquipiers de la Squadra Azzurra de raconter ses blagues devant un caméscope. Et il en a fait un DVD. Donc non seulement l'autodérision, le grand cœur, l'humour, la fidélité. Moi, je pense qu'il y a un pan du foot qu'on a aimé qui disparaît avec ce joueur. Voilà. Et puis surtout, Totti, il a une. Est-ce qu'il a été champion du monde? J'ai un trou de mémoire. Non. Et par contre, c'est lui qui qualifie. Je pense. Voilà. Et par contre, c'est lui qui qualifie l'Italie contre l'Australie, il me semble, sur un péno en 2006. Par contre, Totti aussi, c'est quoi? C'est l'éternel. S'il est qualifié en 2006, il est champion du monde en 2006. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, oui, il est champion du monde. On va vérifier avant la fin de l'émission. C'est lui qui met le péno. C'est lui qui met le péno contre l'Australie. Oui, effectivement. Donc oui, Totti, ça reste cette icône italienne qui a eu beaucoup d'autodérision. Mais Totti aussi, on va quand même rappeler qu'il a eu un passage parfois compliqué dans cette équipe-là, notamment quand il ne jouait pas avec les entraîneurs. Il en a fait et défait plusieurs. Donc aujourd'hui, Totti, quand il part et quand on dit qu'il est adulé en Italie partout, c'est pas vrai. Totti, l'Asia, donc les joueurs de l'équipe de la Lazio lui vouent une haine tenace, à qui il le rend bien d'ailleurs. Donc Totti, c'est aussi une version très romanesque du football. Un joueur qui passe toute une vie dans un même club, on n'en fait plus. Et c'est ce à un moment de sa carrière, il a été même approché par le Real Madrid. Et Manchester. Totti, bien sûr, et Manchester aussi. Totti est une véritable légende en Italie, puisqu'on peut le comparer quand même à Buffon, les blagues en moins, non? Ouais. Il faut saluer bien sûr la qualité de ce grand joueur dans cette équipe-là, mais surtout la longévité, surtout dans le football d'aujourd'hui, où les grandes sirènes anglaises viennent arracher des joueurs à des prix d'or, et que lui reste très fidèle à son club jusqu'à la fin de sa carrière. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a sa reconversion déjà garantie dans ce club-là. Donc c'est une fidélité qu'on ne voit plus dans le football d'aujourd'hui. C'est facile d'être fidèle à un club, à une ville comme Rome, que quand tu es dans l'ouest de la Pologne ou le nord de la Tchécoslovaquie. Oui, mais quand vous avez des chèques avec 3-4-0 supplémentaires, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Ils sont capables de les mettre aussi, les Romains. Ce que je veux dire, c'est qu'il a grandi dans un environnement de foot. Voilà, mais les Anglais, ils en mettront toujours un ou deux de plus. Mais ils en ont laissé partir beaucoup, les Anglais. Hein. Les Gérard et compagnie n'ont pas fini. Ils représentent la ville, la qualité de vie également, ce genre de choses. Mais Gérard n'a pas fini. Gérard, qui était des symboles justement de la longévité anglaise dans un même club, n'a pas fini sa carrière à Liverpool. Je parle tout simplement de Totti. Totti qui aurait pu répondre aux sirènes anglaises, qui donnerait nettement plus que ce que peut donner la Roma. C'est là, je dirais, le point qu'il faut saluer. C'est un joueur qui est resté fidèle. La version romanesque dont on parlait tout à l'heure. Il a participé à la Coupe du Monde. Il était blessé juste avant. Il a participé à la Coupe du Monde 2006 et il finira même dans l'équipe type de cette Coupe du Monde. Il met le but contre l'Australie, de 2006. Et il met le but contre l'Australie en huitième de finale et finit meilleur buteur du mondial avec 4 réalisations rapidement. En Angleterre, les amis, les Blues, bien sûr, qui filent tout droit vers le titre de champion. Les Blues à qui il manque juste une petite victoire pour s'imposer. On écoute leur entraîneur, un Italien, Antonio Conte.
Yeah, for sure now. I'm a bit relaxed. C'est sûr, je suis un peu plus tranquille ce soir. C'est un pas important pour nous, une victoire importante. Vendredi prochain, nous avons une grande chance de finir champion. Mais je le répète, ça ne va pas être facile. Mais on a encore 3 jokers pour être champion et on a encore besoin d'une victoire pour être sacré. Et ce serait un exploit fantastique pour nous. I think a fantastic achievement for us. Voilà. Deuxième selfie de la soirée. C'est pas mon soir, c'était pas Totti, bien sûr pas meilleur buteur, mais meilleur passeur à égalité avec, bien sûr, Luis Figo. On peut te rappeler que 2 jeunes font un rouge aussi. 2 jeunes font un rouge. Et bien, de toute façon, c'est bientôt la fin de l'émission. Et dans quelques secondes, je vais me donner ce carton rouge et ce selfie rouge. Rapidement, en quelques secondes, c'est fait pour Chelsea hein, quand même. 3 journées et il leur manque 3 points. Je pense, Chelsea aujourd'hui, avec en plus un entraîneur qui a construit aussi le début du palmarès de la Juve, arrivé à Chelsea, l'a transformé de cette façon-là. Je pense qu'ils ne vont pas rater l'occasion d'avoir les 3 points. Voilà, Chelsea, champion d'Angleterre dès ce week-end, dès vendredi même. C'est la fin de cette édition du club. Voilà, je me prends une photo avec le carton rouge. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver tous ensemble mardi prochain. Ciao les amis.